Leçon la plus utile. Pour sortir du sous-sol, il faut renoncer à une illusion, celle qu'on ne sera jamais vulnérable. Il faut accepter d'être vu tel qu'on est, d'être imparfait, d'être dépendant de l'autre. Il faut préférer la vérité à la posture, l'amour à la vengeance, la simplicité à la jouissance, de se complexifier, de se compliquer, de se montrer autrement que l'on est. Je voudrais vous parler d'un texte court, incandescent, presque dangereux. Un texte qui ne caresse pas, qui ne rassure pas, qui ne donne pas confiance, mais qui fait mieux. Il met à nu une zone de l'âme moderne que nous préférons ignorer. Un texte qui, en 2026, ressemble parfois à un miroir qu'on éviterait volontiers. Ce texte, c'est les carnets du sous-sol de Dostoïevski. On l'appelle le sous-sol, comme on parlerait d'une cave, d'un endroit humide, sombre, où l'on descend quand on n'arrive plus à respirer, dans les salons de la vie sociale. Mais ce sous-sol n'est pas un lieu géographique, c'est un lieu intérieur. C'est la chambre où se déposent les humiliations, les rancœurs, les pensées qu'on rumine trop longtemps, les phrases qu'on n'a pas dites au bon moment et qui reviennent ensuite la nuit avec une précision cruelle. Le narrateur commence par se présenter d'une manière qui donne le ton. Il se contredit, il se dénigre, il attaque. C'est un homme d'une intelligence aiguë. Et c'est justement son malheur. Il comprend trop vite, trop loin. Il voit les mécanismes, il devine les intentions, il anticipe le geste des autres. Il est lucide. Et cette lucidité, au lieu de le libérer, l'empoisonne. Car il y a dans ce livre une première leçon brutale. L'intelligence n'est pas toujours un salut. Elle peut devenir une prison. Quand elle se retourne contre vous, elle fabrique une conscience hypersensible, incapable de s'abandonner, incapable de faire simple, incapable d'aimer sans soupçonner, incapable d'agir sans s'accuser. Et Dostoïevski pousse cette idée jusqu'au bout. L'homme du sous-sol préfère parfois souffrir que se laisser guérir. Parce que guérir, ce serait renoncer à sa supériorité imaginaire, renoncer à sa posture, renoncer à l'orgueil secret qui se nourrit de la blessure. Voilà un nœud essentiel. La douleur peut devenir une identité. On finit par tenir à sa plaie, à la caresser, comme on caresserait un titre de noblesse. Ensuite, le livre bascule dans le vécu, dans des scènes précises, humiliantes, presque insupportables. Et c'est là qu'il devient terriblement actuel. Il y a d'abord la question de la reconnaissance. L'homme du sous-sol veut exister dans le regard des autres, mais il ne supporte pas ce regard. Il veut être respecté, mais il se sent méprisé. Il veut être aimé, mais il devance l'amour par le soupçon. Alors il se venge, non pas par une puissance réelle, mais par des pensées, des phrases, des scénarios. Il se construit un tribunal intérieur où il gagne toutes les batailles, sauf la seule qui compte, celle de la vie. Et puis il y a la question de l'humiliation sociale, au sens le plus concret. Une soirée, un dîner, des anciens camarades, des jeux de rang et de statut, il veut être l'égal, alors qu'il se sent inférieur. Il se crispe, il surjoue, il se ridiculise, il souffre. Et la souffrance se transforme en colère. Là, Dostoïevski décrit quelque chose que nous connaissons trop bien. Ce moment où l'on est blessé et où l'on préfère devenir dur plutôt que vulnérable. Enfin, il y a la scène la plus bouleversante, la rencontre avec Lisa, jeune prostituée. Et c'est ici que le livre devient un drame moral. Car l'homme du sous-sol, un instant, entrevoit une possibilité. La vérité, la compassion, l'ouverture. Il lui parle durement, puis il lui parle avec une sincérité qui ressemble à un salut. Il lui offre presque une sortie. Il effleure l'humanité. Et quand Lisa revient vers lui, quand elle fait le geste de croire en lui, il panique, parce que l'amour lui fait peur, parce que l'amour exige de se montrer tel qu'on est, et lui ne supporte pas d'être vu tel qu'il est. Alors il détruit, il humilie, il écrase ce qu'il désirait, non par cruauté pure, mais par défense, par protection, par honte, par incapacité d'accueillir la grâce. Et là, Dostoïevski nous donne une leçon immense. Le ressentiment est une force qui dévaste d'abord celui qui la porte. Il promet la dignité, il fabrique la laideur. Il promet la justice, il fabrique la vengeance. Il promet la protection, il fabrique l'isolement. Pourquoi relire
Les carnets du sous-sol aujourd'hui, parce que c'est un livre sur la mécanique du ressentiment. Et le ressentiment est une matière politique autant qu'une matière intime. En 2026, nos sociétés vivent au rythme de blessures exhibées, de colères attisées, de comparaisons permanentes, d'humiliations réelles et symboliques. Le sous-sol est devenu un paysage collectif, un lieu où l'on rumine, où l'on commente, où l'on se venge par phrases, où l'on transforme l'autre en ennemi pour se sentir exister, y compris bien sûr sur les réseaux sociaux. Dostoïevski, lui, ne moralise pas. Il montre, il nous avertit. L'homme blessé peut devenir l'homme dangereux, non parce qu'il est méchant, mais parce qu'il ne sait plus transformer sa souffrance autrement que par la haine. Mais le livre n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi une chance, parce qu'en lisant cet homme du sous-sol, on apprend à reconnaître en soi, parfois, ce qui commence ainsi, la susceptibilité, le besoin d'être reconnu, l'obsession de l'image, le plaisir amer de se croire incompris, la tentation de faire payer l'autre. On apprend à repérer la pente avant la chute. Et c'est là qu'apparaît en creux la leçon la plus utile. Pour sortir du sous-sol, il faut renoncer à une illusion, celle qu'on ne sera jamais vulnérable. Il faut accepter d'être vu tel qu'on est, d'être imparfait, d'être dépendant de l'autre. Il faut préférer la vérité à la posture, l'amour à la vengeance, la simplicité à la jouissance, de se complexifier, de se compliquer, de se montrer autrement que l'on est. Dostoïevski ne nous donne pas un développement personnel, il nous donne une éthique. Il nous dit, voilà ce qui se passe quand l'orgueil blessé devient une religion. Voilà ce qui se passe quand l'intelligence sert à justifier l'impuissance. Voilà ce qui se passe quand on préfère avoir raison plutôt que vivre. Et si vous deviez garder une seule phrase intérieure après cette lecture, ce serait peut-être celle-ci. Le ressentiment donne l'illusion de la force. Mais la vraie force, c'est de ne pas laisser sa blessure gouverner sa vie.